Bien. Donc voilà, donc nous allons justement parler des anneaux, et c'est Jean-Marc Chevalier qui va nous parler des indications actuelles des anneaux et résultats à long terme. Cher Président, messieurs, chers collègues, c'est un plaisir de revenir ici quelques années plus tard pour vous montrer que... Attendez, comment est-ce que je fais pour aller sur le plein écran ? Ah, c'est bon, d'accord, ok. Quelques années plus tard, 19 ans, après 19 ans d'expérience de la chirurgie de l'obésité, nous gardons certitude que l'anneau gastrique a une place réelle dans cette chirurgie. On a commencé effectivement à poser des anneaux gastriques au moment où la cœlioscopie commençait, et donc cette série a été prospective depuis 1996, et les publications ont été faites progressivement sur les 500 premiers dans Annals of Surgery, puis ensuite toutes les complications exhaustives sur les 1000 premiers patients, avec des chiffres qui étaient effectivement relativement importants, 19%, 172 réinterventions, avec un suivi année par année, en essayant de perdre le moins possible de patients. On avait 10% de perdu de vue, et on avait 12% d'ablation d'anneaux en suivant les patients. Et en même temps, d'autres équipes ont fait part de résultats beaucoup plus décevants de l'anneau gastrique. Le travail connu de Michel Sutter montrant 33% de complications tardives, des réinterventions fréquentes. Il disait que chaque année, il avait 3 à 4% de complications supplémentaires. Et donc, au total, 60% de résultats acceptables à long terme, et disait que bon, il fallait abandonner l'anneau gastrique. Et c'est effectivement ce que certains ont proposé. Nous, on a plutôt dit, peut-être y a-t-il nécessité de sélectionner les patients à qui on pouvait faire des anneaux gastriques. Jacques Pence lui-même aussi dans ses séries à long terme montrait 39% de complications majeures avec 28% de migration intragastrique d'anneaux et un perte d'excès de poids à 42%. Et sur les 36 patients qui avaient toujours leur anneau en place, donc 51%, une perte d'excès de poids de 48% des cas. Mais ce qu'on oubliait, c'est que l'anneau, comme le reste, avait progressé et que toutes ces séries à long terme de l'anneau gastrique sont faites sur des anneaux qui n'existent plus, qui ne doivent plus être posés, puisque c'était des anneaux à haute pression, qui étaient posés en plus sur une ancienne technique, qui est la technique périgastrique. Et d'ailleurs, ces deux travaux le précisaient dans leurs limitations au moment des critiques des travaux. Nous, voilà ici rapidement notre expérience. L'anneau est en bleu, donc commencé en 1996 avec un contingentement de l'activité à 450 patients par an, parce que 450, ça fait 10 à 15 par semaine, ça fait 2 à 3 par jour, donc c'est une salle d'opération. Et vous voyez que si le chiffre des anneaux gastriques a été considérable après, bon, il reste encore à peu près un tiers de notre activité, la majorité étant quand même des bypass. Par ailleurs, il y avait d'autres équipes qui ont une expérience remarquable et surtout un suivi, en particulier l'équipe de Paul O'Brien, qui a publié très récemment, en 2013, des résultats de plus de 3000 patients suivis plus de 10 ans, 78% de suivi à plus de 10 ans, ce qui est une chose exceptionnelle, tout à fait difficile à avoir, avec une perte d'excès de poids à 15 ans de 47%, et puis des complications qui devenaient de plus en plus rares. On voit par exemple qu'il a classé l'ensemble en trois périodes, la période périgastrique, la période de passage par la pars flaccida, et puis la dernière période, il montre que le taux de réintervention est passé de 40% à 6%, et le taux d'ablation d'anneaux est descendu à 5,6%. Et c'est vrai que quand en l'an 2000 on a changé de voie d'abord pour ces anneaux gastriques, on a complètement modifié les complications. O'Brien l'avait publié en 2005 dans une étude prospective comparant les deux voies d'abord. Nous, notre expérience était très claire. Avant octobre 2000, 113 glissements sur 366 anneaux posés, donc 31%. Et depuis octobre 2000, 34 glissements sur 859, donc 4%. Donc on a fait chuter le taux de glissement d'un facteur 10 en changeant la technique. Et surtout, merci à la Caisse nationale d'assurance maladie de nous avoir aidés. Elle a été un petit peu interpellée dans les années 2001-2002 par le nombre d'anneaux gastriques qui étaient posés en France, et donc elle avait voulu faire une enquête de toutes les interventions bariatriques pratiquées en décembre 2002 et janvier 2003.
À l'époque, il y avait plus de 90% de pose d'anneaux gastriques. On leur a dit d'accord, mais ne soyons pas trop coercitifs, essayons de se servir de ce travail pour essayer de désigner des facteurs qui nous permettraient de prédire les résultats de l'anneau, puisque eux avaient souhaité que ces patients soient suivis par les médecins conseils de la Sécurité sociale. Donc c'est à la fois une étude nationale et puis avec un suivi objectif fait par les médecins conseils. Donc les patients opérés en décembre 2002, en janvier 2003, suivis en 2004 et en 2005 par les médecins conseils. Il y avait 23 paramètres et 5 ont permis, par une analyse unie et multivariée, de désigner des facteurs prédictifs de succès. Le plus important, c'est l'IMC inférieur à 50. Le patient qui accepte de changer ses habitudes alimentaires et de suivre des règles diététiques, de reprendre une activité physique. Opéré par une équipe qui fait plus de 2 chirurgies bariatriques par semaine, on voit encore comment le volume de l'activité joue un rôle, et l'âge inférieur à 40 ans, qui est le 5e facteur. Voilà, c'était une enquête nationale, donc comme je vous l'ai dit, il y avait 1238 patients, 310 centres à l'époque, et 946 anneaux, donc c'était vraiment la majorité. Et on a donc publié dans Annals of Surgery ces résultats en 2007, parce que c'était une étude nationale qui n'existait nulle part au monde. Voilà par exemple 2 aspects. L'aspect IMC initial, perte d'excès de poids supérieur à 50% considéré comme un succès. Vous voyez que quand on est en dessous de 40 d'IMC, 55%. Puis quand on monte, quand on est au-dessus de 50, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, au-dessus de 50, seulement 19%. Donc il y a réellement une différence en fonction de l'IMC. Ce qui est intéressant, c'est le rôle du volume d'activité. Donc c'est les interventions bariatriques sur 2 mois. On avait divisé les 310 centres en 4 catégories, ceux qui en ont fait que 1 à 2, ceux qui en ont fait 3 à 6, ceux qui en ont fait 7 à 14 et ceux qui en faisaient plus de 15, c'est-à-dire plus de 2 par semaine. Et vous voyez que la différence en taux de complication est significative puisqu'elle tourne autour de 20% dans les 3 premières catégories et elle descend en dessous de 10% dans la 4e catégorie. Donc on avait ici, donc en fonction du taux d'activité des centres, un cut-off qui est vraiment situé à 15, 2 par semaine. Quand on fait plus de 2 chirurgies de l'obésité par semaine, on a une meilleure efficacité, perte d'excès de poids significativement plus grande, et on a moins de complications. Donc ça, c'est une information importante. Alors, depuis cette période, on ne pose dans le service des anneaux gastriques que chez ces patients-là, selon ces facteurs prédictifs de succès. Et donc, jusqu'à décembre 2010, on a eu 429 patients sélectionnés, 389 ont été suivis. Vous voyez ici les caractéristiques, avec des suivis qui sont ici de 29 mois pour l'instant, et très peu de suivis encore à 5 ans. Et on a effectivement une différence significative, puisque si on compare à notre série historique des 1227 premiers, le taux d'anneaux enlevés est passé de 10% à 2,5%. Le taux de réintervention abdominale est passé de 26% à 4,7% et le taux de complication de 19,2% à 8%. Donc il y a une différence significative quand on sélectionne les patients dans le versant sécurité, mais aussi dans le versant efficacité, puisque quand on compare les deux courbes, on a une meilleure efficacité chez les patients sélectionnés avec un IMC qui passe de 41,6 à 30,8. Un poids qui descend à 83 kg. Et puis, quand on regarde les vrais résultats à long terme dans la plupart des équipes qui ont une vieille expérience en chirurgie de l'obésité, j'ai ici retenu Paul O'Brien et Jackie Pence, ils le disent tous les deux, hein, toutes les procédures, c'est énervant ça, toutes les procédures ont une perte d'excès de poids satisfaisant à long terme, l'anneau est plus sûr que le bypass et les différences ne sont pas significatives. Et quand on regarde les courbes de Jackie Pence à 12 ans, il le dit lui-même, avec l'anneau gastrique, la perte de poids, même si elle est légèrement inférieure, elle reste avec le temps. Et puis, l'anneau a également des indications spécifiques. Il peut être proposé chez les adolescents, et ça, les publications maintenant l'ont prouvé. Je n'ai retenu que celle de Treadwell, qui est déjà ancienne, qui montre plus de 10% de 10 kg par mètre carré de perte entre 1 et 3 ans. Et certaines équipes le gardent, en particulier aux enfants malades et à Angers, le gardent comme une première indication sur certains adolescents. C'est encore
évidemment en évaluation. Et l'anneau est également proposé dans les échecs de bypass. Kevin Higa avait déjà prouvé en 2011 qu'il avait 33% d'échecs de bypass à 10 ans. Et certains chirurgiens mettent des anneaux gastriques sur les bypass qui ont échoué, avec un résultat efficace, comme cette publication récente, de perte d'excès de poids qui monte à 94% et un excès de BMI qui continue après. Donc, on peut résumer les critiques qui sont faites à l'anneau sur le fait que les séries à long terme ont conduit à des conclusions erronées puisqu'elles sont faites sur des anneaux qu'on ne met plus. D'autres résultats à long terme sur un suivi remarquable comme celui de l'équipe australienne sont bien meilleurs. Il ne faut pas mettre des anneaux gastriques à tous les patients obèses. Bien sûr, il y a des facteurs de sélection. À long terme, les vraies séries ont des résultats qui sont pas significativement différents et l'anneau reste, comme on l'a montré, la technique la plus sûre. De plus, il a des indications spécifiques chez les adolescents et dans les échecs de bypass. Mais, et je crois que c'est ça la chose importante, pourquoi fait-on si peu d'anneaux? Parce que l'anneau, c'est beaucoup de travail pour les équipes. C'est beaucoup de travail en préparation et en surveillance. Les travaux ont en effet prouvé que les résultats de l'anneau gastrique dépendaient du nombre de consultations, à la fois en préparation et en suivi. Il faut plus de 6 consultations dans la première année, par exemple. Il ne faut pas systématiquement serrer, resserrer ces anneaux gastriques. Il faut les évaluer diététiquement, psychologiquement. Ça demande un travail considérable de l'ensemble de l'équipe, puisqu'il faut se baser sur ce travail de la green zone, la zone verte, pour essayer de bien apprécier s'il faut resserrer, s'il faut desserrer, en fonction du comportement alimentaire. Et c'est toute la difficulté. Enfin, je dirais pour conclure qu'il ne faut pas oublier que même si en France on fait 45 000 procédures bariatriques, il y a 600 000 Français qui ont un IMC supérieur à 40. Donc l'impact de la chirurgie bariatrique, et là j'ai mis dans le monde entier en 2011, l'impact de la chirurgie bariatrique reste considérablement minime par rapport à la réalité du problème de l'endémie dans le monde entier. Et donc peut-être que l'anneau gastrique pourrait, de façon sûre, avec une efficacité certes moyenne mais réelle, pourrait être une indication. Donc je conclus en disant que les conclusions sur les séries à long terme ne sont pas appropriées, et c'est dommage parce que c'est toujours les séries à long terme qui sont les plus importantes, parce qu'elles ont été, ces expériences ont été faites sur des anneaux qu'on ne met plus, haute pression selon une Vienne technique, sans aucune sélection des patients et sans aucune surveillance correcte. Il y a eu, il y a 15 ans, beaucoup d'anneaux gastriques qui ont été posés du jour au lendemain et qui ont été lâchés dans la nature et qu'on a vu ensuite revenir, évidemment avec des échecs. Après, on a dit que c'était la technique qui était mauvaise. C'est pas la technique qui est mauvaise, c'est la façon dont elle a été réalisée et entourée. Et certaines autres équipes qui ont entouré le geste ont eu des résultats bien meilleurs avec ces nouveaux anneaux en basse pression, plutôt posés par la pars flaccida. Et surtout, quand on sélectionne les bons candidats, c'est vrai que l'anneau chez les personnes de plus de 50 ans marche moins bien. Lorsque les IMC sont supérieurs à 50, ça marche moins bien aussi. Mais il faut donc préparer les patients sur le plan diététique et il faut les surveiller. Il faut les surveiller longtemps. Donc ça implique évidemment, dans ce cas-là, un travail de l'équipe important. Dans ces cas-là, l'anneau apparaît aussi efficace et plus sûr que les autres techniques, mais exige un effort quotidien important. Mais je terminerai par une question philosophique. Est-ce que ça ne doit pas être le cas de n'importe quelle technique bariatrique? Est-ce que tout chirurgien bariatrique ne doit pas prévoir de préparer son patient pendant quelques mois avant de l'opérer et de le surveiller après de façon définitive? Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Donc on a un commentateur, donc c'est Christophe Barra de Bondy qui va faire des commentaires sur cette présentation. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, quelques commentaires sur cette présentation sur les anneaux gastriques. Je voudrais insister là aussi sur le fait que l'obésité massive, qui relève d'une intervention chirurgicale,
doit comporter une prise en charge médico-chirurgicale, et je dis bien médico-chirurgicale, bien que nous soyons l'Académie de chirurgie, pour l'ensemble des procédures que l'on peut proposer. Et je pense que cette prise en charge médico-chirurgicale préopératoire, mais aussi post-opératoire dont le suivi est vraiment capital et est encore plus capital pour les patients chez qui l'indication de la pose d'un anneau de gastroplastie aura été portée. Le deuxième élément que je souhaitais porter à votre connaissance est les résultats de la chirurgie sur le poids, avec la méta-analyse qu'a fait Buchwald en 2004 et qui a bien démontré que plus l'intervention de chirurgie bariatrique était complexe, plus celle-ci, avec les risques inhérents à cette complexité bien sûr, plus celle-ci aurait une efficacité sur la perte de poids. Cette méta-analyse de Buchwald a été confirmée par les résultats de l'enquête suédoise évoquée tout à l'heure dans le New England Journal of Medicine en 2007, qui là aussi, en comparant 4000 patients avec un suivi d'environ 15 ans, d'un côté 2000 patients avaient un suivi uniquement diététique, c'était le groupe contrôle que l'on voit sur la courbe du haut. Les autres patients avaient une intervention chirurgicale qui était soit un anneau, soit une gastroplastie verticale calibrée, soit un gastric bypass. Et là aussi, on se rend bien compte que plus l'intervention est complexe, plus le résultat, et là le résultat à long terme, est efficace avec une intervention complexe. Le point suivant que je souhaiterais souligner, c'est le fait que la pose d'anneaux et la diminution et le peu d'anneaux qui sont posés actuellement en France, avec une diminution, n'est pas quelque chose qui est purement hexagonal, je dirais. Mais quand on regarde sur l'année 2012, dans une publication qui a été faite dans Obesity Surgery en décembre 2014, on voit bien, ce que nous avions déjà évoqué, ce qui a déjà été évoqué par les orateurs précédents, le fait que la France est un grand pourvoyeur d'interventions de chirurgie bariatrique par rapport à d'autres pays, comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, mais aussi comme l'Italie et même comme la Suède, qui a quand même un développement très important de cette activité de chirurgie bariatrique. Et on voit sur l'ensemble de ces interventions de chirurgie bariatrique que le pourcentage d'anneaux est relativement faible. Le dernier élément, qui est juste un élément personnel, ce sont les résultats que nous avons dans le service dont j'ai la responsabilité, résultats à 10 ans sur des anneaux gastriques ajustables. Pour nous, le taux d'échec de ces anneaux ajustables posés à 10 ans est d'environ 45% à 5 ans et de 48% à 10 ans. C'est-à-dire qu'à 5 ans, la moitié des patients chez qui nous avions posé un anneau ont vu, pour une raison ou pour une autre, cet anneau devoir être enlevé. En conclusion, je dirais que l'anneau n'est pas une mauvaise intervention de chirurgie bariatrique, loin de là. Mais notre spécialité, la chirurgie bariatrique, sur les 5 ou 7 ans qui viennent de se passer, a nettement évolué. Elle est passée de la chirurgie que je qualifierais de l'obésité pure à la chirurgie des comorbidités qui sont liées à l'obésité et à la chirurgie métabolique dont on parlera tout à l'heure. Le nombre et le type d'intervention a aussi évolué. Le nombre, nous l'avons vu, mais aussi le type d'intervention. On l'a vu aussi sur les diapositives du professeur Chevalier. En 2000, l'intervention de référence et quasi unique était l'anneau de gastroplastie. Nous avons actuellement à notre disposition, en chirurgie bariatrique, un panel très important d'interventions différentes par leur mécanisme d'action qui nous permettent de traiter nos patients. Il nous reste donc à définir pour chacune de ces interventions, et pour l'anneau au même titre que pour les autres, l'indication de cette intervention pour chacun de nos patients. Le but étant de proposer la meilleure intervention à chacun des patients que nous aurons à traiter. Je vous remercie.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions D'abord, est-ce que Jean-Marc veut répondre à Christophe? Non, je n'ai justement pas mis la diapositive de notre expérience à 10 ans, parce que j'avais mis celle de Michel Sutter, de Jacques Impens, et puis donc il y a celle de Christophe Barra, mais la nôtre est identique. Et c'est peut-être, ça illustre bien le fait qu'il faut sélectionner les patients. Parce qu'à 10 ans, ils n'étaient pas sélectionnés, ni chez nous, ni ailleurs. Et que si on les sélectionne, on arrive à des résultats bien meilleurs. Bien. Monsieur Jean-Luc Bouillot a une question. Je suis toujours un peu surpris des résultats extrêmement divergents entre les équipes sur les pertes de poids des gastroplasties à 5 ou 10 ans. Pouvez-vous, tous les deux, alors que vous avez des résultats très différents, nous expliquer pourquoi vous avez des résultats si différents et des conclusions si différentes? Si tu demandes à Jean-Marc, il va te dire qu'il t'a donné la réponse, il sélectionne bien les patients, il les suit bien. Donc moi, j'ai plutôt une question à Christophe. Pourquoi tu n'as pas d'aussi bons résultats que Jean-Marc? Pardon? Pourquoi tu n'as pas d'aussi bons résultats que Jean-Marc? Parce que je n'ai pas la compétence, la référence qu'a Jean-Marc Chevalier. Jean-Marc dit il faut les sélectionner. Après la difficulté qu'on a avec ce type de patient, c'est de mettre en place un suivi pour ces patients. Et je pense que pour l'anneau, le suivi est vraiment capital. Le suivi diététique, le suivi chirurgical, le suivi endocrinien. Et le problème, c'est que ces patients, à un moment, décrochent de leur suivi et on n'arrive plus à les réintégrer dans un suivi. Et dès qu'ils sont plus suivis, eh bien, à ce moment-là, les résultats se dégradent de manière très, très rapide. C'est la préparation et le suivi. Nous on n'opère pas un patient avant 3 mois après la première consultation. Et pendant ces 3 mois, il a une succession de consultations avec diététicienne et psychologue. Et on ne lui pose l'anneau que si, en fin de compte, il est d'accord pour le faire. Et ensuite, la surveillance, pendant 1 an et demi, c'est 1 fois tous les 3 mois. Et ensuite, c'est 1 fois par an. Et on a remarqué que ceux qui décrochaient, qui ne revenaient pas 1 fois par an, c'est ceux qui avaient un échec. Et ceux qui revenaient avaient été bien accompagnés. Il faut vraiment les accompagner, c'est vrai que c'est un effort. Attends, Simon. Donc, l'Académie de chirurgie est tout à fait consciente du problème, puisqu'elle a organisé le 30 janvier de cette année une session consacrée au suivi. Après chirurgie d'obésité, les résolutions de l'Académie nationale de chirurgie ont été communiquées ce matin à la presse, au cours d'une conférence de presse, et vous pourrez, je pense, donc les lire dans tous les journaux médicaux français. Donc, le suivi est un problème capital en chirurgie d'obésité, et pas spécifique de l'anneau. On a quand même l'impression que tu arrives à les suivre. Alors, pourquoi? C'est une clientèle différente, tu as des techniques spéciales pour les faire revenir, comment fais-tu? Voilà. Non, mais j'ai comme tout le monde 30% de perdu de vue spontanée. Je peux pas dire. Jamais j'arriverai à avoir les chiffres de Paul O'Brien. 78% à 10 ans, c'est phénoménal. On a 30% de perdu de vue. Après, bon, on a de temps en temps un étudiant qui est un peu motivé et qui leur téléphone et ça nous permet d'avoir des nouvelles supplémentaires. C'est malheureusement un peu du bricolage. On est d'accord. Simon Psica a une question. Oui, c'est une question et un commentaire. Christophe, est-ce que tu pourrais remontrer ta dernière diapositive? Parce que suivi, échec, perte de poids, ça c'est des notions parfois qui sont et objectives et subjectives. Alors, ma question est la suivante. Tu nous dis dans ta diapo, et de façon très, très modeste finalement, que ton taux d'échec est très élevé. Mais la définition de l'échec, on la connaît, elle est extrêmement variable d'une équipe à l'autre et d'un pays à l'autre pratiquement, alors que si on regarde l'IMC moyen, finalement, c'est pas mauvais quand même, non? Donc est-ce que l'échec, c'est le poids? Est-ce que là-dedans, il y a des complications? C'est quoi le problème au final? Tu vois, parce qu'il faut... Je veux dire, il y a une façon de voir les choses. Jean-Marc a une façon de voir les choses pour les anneaux. Toi, peut-être, as une autre façon de voir les choses. Du coup, ça se retranscrit dans le taux d'échec qui paraît considérablement élevé. Et alors qu'en termes de perte de poids, c'est pas si dramatique que ça. Donc,
On est bien d'accord, on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, c'est toujours la même chose. Mais on considère qu'on est en échec parce qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés dès le départ pour ces patients. Et il y en a quand même un certain nombre à qui on a dû enlever leur anneau, un certain nombre à qui on a dû proposer une autre intervention chirurgicale, et ça de manière non négligeable, puisqu'on a réalisé plus de 23% de deuxième intervention chirurgicale chez ces patients. Et il y en a encore un quart à qui on n'a pas proposé ou qui ont refusé une autre intervention chirurgicale et à qui on a enlevé leur anneau, parce qu'ils étaient en échec en termes pondéral simplement. C'est par rapport à une base non définie au préalable. Voilà. Donc la difficulté, c'est là. Mais la difficulté, pour moi, la difficulté, c'est le suivi des patients. Et en plus, on leur dit que c'est une intervention qui a peu de risques, ce qui est vrai. Donc si elle a un peu de risques, elle les incite pas forcément à avoir un suivi. Quand on explique la complexité du bypass, les difficultés, le suivi nécessaire, les vitamines, etc., le patient, il est incité à avoir ce suivi. Si on leur dit, comme nous on fait, l'anneau, et c'est vrai, c'est une intervention qui a une mortalité, une morbidité moins importante que les autres interventions de chirurgie, eh bien c'est peut-être quelque chose qui, au bout d'un moment, n'a plus besoin de suivi et puis qui peut rester en l'état pour les patients dont on a la charge. Question brève, réponse brève. Allez. Oui, juste une question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'a pas pris en compte la notion de vomissement et de qualité de vie des patients? Parce que quand on regarde, comme disait Simon, les chiffres, effectivement, c'est des bons résultats sur la perte de poids. Mais moi, pour citer un exemple, une patiente qui a perdu 60 kilos mais qui vomit tous les jours, 10 fois par jour, vous considérez que c'est un échec ou que c'est une réussite? Parce que dans votre tableau, c'est une réussite, mais je vous promets qu'on a enlevé énormément d'anneaux à des gens qui étaient en soi-disant réussite avec des pertes de 50 kilos qui ont perdu toutes leurs dents sur des vomissements. Non, mais alors, merci David d'avoir posé cette question. Il y a un malentendu sur cette histoire de qualité de vie. Un patient qui a un anneau gastrique ne doit pas vomir. Ne doit pas vomir. Pour qu'il ne vomisse pas, il faut qu'il ait bien compris, alors je m'excuse, on va rentrer dans des détails diététiques, il faut qu'il ait bien compris qu'il a une poche microscopique, donc il doit manger 6 fois par jour en petite quantité. Évidemment, il ne va pas comprendre ça tout de suite, donc il va mettre quelques mois, et pendant les quelques mois de départ, il va vomir. Notre objectif, nous, c'est qu'à 9 mois après l'opération, il mange 6 fois par jour, il ne vomisse pas, il n'ait pas de douleur, et il n'ait jamais faim. Il n'est pas question d'avoir un anneau gastrique, de le serrer de plus en plus et de le faire vomir pour qu'il maigrisse. C'est pas du tout ça l'anneau gastrique. L'anneau gastrique, ça doit être confortable. Et les patients qui ont été bien préparés sont bien. Ils ont une bonne qualité de vie. Ceux qui vomissent ont une mauvaise qualité de vie et on va leur enlever leur anneau. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une petite question, très courte, voilà. Non, juste un commentaire. Je suis complètement en désaccord sur le mot vomir. Ce n'est pas des vomissements, ce sont des régurgitations. Merci de cette précision. Très brève question, puisque ce n'est pas une question. Donc ensuite, une dernière question. Non, très brève question. Est-ce que la différence des résultats pourrait pas être liée à l'abord chirurgicale qui était préconisée par une voie rétrogastrique au travers de la pars flaccida que j'avais défendue il y a quelques années, et je me demandais si ça pouvait peut-être faciliter les meilleurs résultats pour certaines équipes. C'est ce que tu as défendu, tu rappelais tout à l'heure. Nous, c'est très flagrant. Chez Paul O'Brien, pas tellement, parce que lui a trouvé, c'est surtout le changement d'anneau pour l'anneau AP qui a mieux fonctionné. Mais la pars flaccida, parce qu'elle laisse un peu de graisse, parce qu'elle est à distance, donne moins de complications. Écoutez, on va quand même applaudir les anneaux, et on va changer d'intervention.